Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de maman. Aujourd'hui, nous allons parler de romans à gros caractères. Alors, je vous présente 5 nouveautés qui sont parues en librairie. Je devrais dire 5 collections coup de cœur, parce que lorsqu'on sait que notre enfant aime une collection, aime un personnage, c'est le moment de se laisser aller, de se procurer tous les autres tomes de la même collection de la série. Parce que, on encourage finalement la lecture, on part du plaisir de lire parce qu'il est attaché au personnage, donc c'est vraiment une super belle porte d'entrée lorsqu'on trouve une collection qui l'intéresse, une série qui l'intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est Accro à la littérature jeunesse pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous? C'est un podcast qui est entièrement consacré à la littérature jeunesse, évidemment, et aussi c'est pour vous, parents, pour que vous trouviez le bon livre pour votre enfant. Si vous êtes un professionnel de l'éducation, vous êtes bien sûr les bienvenus et vous êtes surtout à la bonne place. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, sans plus de préambule, je vais débuter tout de suite avec un premier roman à gros caractère. Pourquoi on les appelle romans à gros caractère? C'est tout simplement parce que le texte à l'intérieur est écrit en plus gros. C'est souvent le premier roman que l'enfant va lire lorsqu'il quitte l'univers des premières lectures, des albums. Évidemment, je suis de cette école qui préconise la lecture des albums jeunesse tout au long du primaire, au secondaire et même à l'âge adulte parce que chaque genre nous apporte, chaque type de lecture nous apporte quelque chose de différent. Alors, c'est pas parce qu'on quitte l'univers des albums qu'on s'en va vers les romans à gros caractères que l'on doit complètement cesser d'en lire. Au contraire, on ne fait que diversifier nos lectures pour en faire des lecteurs compétents. Et aussi qui peuvent être des caméléons, qui puissent se glisser dans n'importe quelle lecture une fois adulte, une fois adolescent. Mon ami imaginaire, c'est de Vanara, c'est dans la collection Je lis seule, c'est aux éditions de La Bagnole. C'est le tome 4 que j'ai entre les mains. Donc, il y en a déjà 3 de parus. Ce que j'aime de celui-là, c'est qu'on est dans un univers qui se colle vraiment à la réalité là, des enfants d'âge primaire. Donc, dès la première année, deuxième année, lorsqu'ils commencent à lire des romans, c'est une collection qui fait l'affaire. En fait, je vous dirais de commencer par Mon ami imaginaire parce que c'est vraiment une phrase par page et ensuite, il y a une illustration. Donc, c'est pas plus que ça. Une phrase par page, ce n'est vraiment pas trop décourageant pour un lecteur qui veut s'attaquer à un livre plus gros. Évidemment, c'est rempli d'illustrations en noir et blanc. Parfois, l'illustration prend toute la page. Donc, c'est très attrayant. Puis, Mon ami imaginaire, vous en doutez bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui a son ami imaginaire Watson, qui est une espèce de petit animal qui ressemble à un chien. C'est très difficile d'identifier quelle est l'espèce animale de Watson. Donc, dans le tome 4, elle va aller finalement manger chez son amie Aimée. Puis, elle va lui expliquer qu'elle a perdu son toutou, sa peluche licorne. Donc, l'aventure, ça va être de retrouver cette peluche à l'aide de son amie Aimée. Puis, évidemment, ils vont inventer des jeux, un jeu imaginaire pour finalement la retrouver. Alors, Aimé, il a une tante qui est voyante, soi-disant voyante. Donc, elle lui explique qu'elle est capable de lire l'avenir dans l'assiette de quelqu'un, donc dans son griot qu'il a en face de lui. Alors, ils vont jouer un petit peu à faire ce que sa tante fait. Ils vont essayer de trouver l'emplacement de la licorne en faisant une espèce de lecture de l'assiette d'Aimé qui se trouve devant lui. Et là, ils vont trouver que ça ressemble à la lune avec des cratères. Les morceaux de part du griot sont disposés de manière à ce que ça crée comme la lune qui est pleine, qui est ronde avec des cratères. Alors, finalement, ils vont décider de construire une machine, un téléporteur, avec un bac de compost. Donc, c'est vraiment, on est dans le jeu d'imagination propre à l'enfance. Puis là, vous allez me dire, oui, mais le jeu d'imagination, c'est comme entre le 0 et 5 ans d'habitude. Là, en fait, c'est autour de 4-5 ans que les enfants jouent à ça.
Ben, en fait, si on laisse les enfants s'amuser avec finalement pas trop de consignes, vous allez voir que le jeu d'imagination revient au galop et ce même au premier cycle du primaire, même au deuxième cycle. C'est pas pour rien qu'on a des cours d'art dramatique au primaire, c'est parce que les enfants adorent s'inventer des histoires, jouer des personnages, mais c'est pas que pour ça, mais entre autres choses, alors ils embarquent à fond là-dedans. Donc, mon ami imaginaire, c'est une célébration de l'imagination, de la créativité des enfants et je vous recommande tous les tomes. J'ai entre les mains maintenant Fou du hockey, le nouveau joueur de Alain M. Bergeron et de Caroline Soucy. C'est dans la collection Ozo Mini, pardon. Et les Ozo Mini, vous avez les Ozo Mini, vous avez les Ozo Maxi. Ce que j'aime de ces livres-là, c'est qu'ils sont en couleur. Et il n'y a pas trop de texte non plus. On est en présence d'à peu près 2 à 3 phrases par page, 2 petits paragraphes. Donc, ce qui est bien, c'est que non seulement les illustrations sont en couleur, on est en présence de super belles pages glacées. Donc, on est un petit peu dans l'univers de l'album, mais on s'attaque en même temps à un roman, ce qui est encourageant pour le lecteur débutant. Et puis, on a choisi des thèmes qui sont vraiment très près des intérêts des enfants d'âge primaire. Donc, Fou du hockey, on parle d'une équipe de hockey. Ce sont toujours les mêmes petits joueurs, les mêmes membres de l'équipe qui reviennent dans chaque aventure. Il y en a eu d'autres avant. Puis, cette fois-ci, c'est Karim qui fait son entrée dans l'équipe, dans la Ligue des Caravelles. Et Karim, il vient de la Syrie. Alors, il y a aussi une réflexion sur la guerre, parce qu'il a quitté son pays parce qu'il y avait de la guerre, sur les réfugiés, mais on l'apprend un petit peu là, subtilement. C'est ça qui est le fun avec la littérature jeunesse, c'est qu'on aborde des thèmes des fois un petit peu plus sensibles, mais très subtilement. Puis, il va y avoir dans cette lecture-là des capsules. C'est toujours ça, les Ozu Mini. Il y a divers sujets. Il n'y a pas seulement sur le hockey. Il y a sur les dragons, les licornes. Il y a aussi des romans qui s'attaquent plus à des sujets plus scientifiques comme les grenouilles ou même les belugas. Mais ici, les capsules vont être sur le monde du hockey. Mais pas que, donc il va y avoir c'est l'entraîneur qui fait des petites capsules, donc c'est intercalé dans l'histoire. On voit ça relativement souvent dans les romans à gros caractères, des capsules éducatives, informatives, intercalées dans l'histoire pour finalement rendre la lecture dynamique, mais aussi pour informer le lecteur sur une foule de sujets, le faire réfléchir. Donc, ça crée une lecture qui est très variée. Donc, on n'est pas nécessairement dans un texte continu. On a tantôt une histoire, tantôt des petites capsules informatives qui nous font faire comme une petite pause et qui nous permettent par la suite de se replonger dans l'histoire. Alors, on en apprend sur la série, sur les grands joueurs, enfin un joueur de la Ligue nationale qui vient de Syrie, un vrai joueur de hockey. Là, son nom m'échappe, mais si vous êtes des amateurs de hockey, vous allez vous en souvenir. Puis, donc, ils vont aider le jeune Karim dans cette histoire-là, les autres membres de l'équipe, à se procurer un équipement lors du bazar annuel. Vous vous doutez bien qu'en Syrie, on ne joue pas nécessairement au hockey très facilement. Alors, Karim, il est bon au soccer, mais pas tellement bon au hockey. Alors, je vous laisse découvrir ce petit bijou-là chez Ozu Mini. Et aussi, je vous invite à découvrir les autres romans à gros caractères de la collection Ozu Mini que j'adore. Je poursuis avec un autre personnage, Clocha. C'est un petit chat bien coquin en fait, qui vit aussi des aventures. Clocha veut ses 9 vies de Cindy Roy et de Johan Morin. C'est le tome 4 que j'ai entre les mains, L'œuf ou la poule. C'est dans la collection aussi Je lis seul aux éditions de La Bagnole. Clocha veut ses 9 vies. Oui, il y a plusieurs. Là, vous êtes en présence de quelque chose d'un petit peu plus... un niveau un petit peu plus élevé que les Ozu Mini ou même que mon ami imaginaire.
mais ça reste extrêmement facile. Là, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, là, c'est 2-3 paragraphes par page. Les caractères sont très gros, les illustrations sont en noir et blanc. Puis Clocha, la petite histoire derrière tout ça, c'est que, vous savez, selon la croyance populaire, que les chats ont 9 vies. Alors, à chaque tome, on va découvrir une des vies de Clocha. Mais c'est toujours par retour en arrière, parce qu'il se présente au paradis des chats une fois qu'il est mort. Ça débute toujours comme ça, l'histoire. Il se présente au paradis des chats, il arrive devant le chat supérieur qui n'a pas vraiment, qui est pas très avenant, qui est pas très accueillant. Il fait un petit peu peur, je dois dire. Il est un peu bourru. Et par la suite, ils doivent lui accorder une vie supplémentaire en faisant un peu une sorte de procès. Alors, il va s'asseoir avec c'est très drôle, il va s'asseoir avec son avocat qui est un rat. Donc, le rat va prendre la défense d'un chat. Il s'appelle Ravi, avec le jeu de mots V-I-E. Et ils vont écouter le film de sa vie. Alors, l'histoire, c'est d'écouter le film de la dernière vie de Clocha. Clocha vient du mot clochard, en fait, parce que c'est toujours, durant ses vies, Clocha n'a pas de famille. C'est un petit peu triste, mais il s'en tire toujours. Et c'est surtout très drôle. Puis, dans cette histoire-là de Clocha, vous avez des bulles de dialogue également. Hein? Je ne vous l'ai pas dit, mais dans les autres livres que je vous ai présentés, il y a souvent également des bulles de dialogue en plus du texte. Il va se faire ami, hein? Il va se lier d'amitié avec Palour, un gros chat qui rêve de manger de la viande tous les jours, mais qui vit à la ferme et qui dort dans une grange. Il va lui faire miroiter une vie de chat riche et célèbre. Hein? Clocha, il a quand même des buts dans la vie, des aspirations. Il veut s'élever dans la sphère sociale. Puis là, ils vont entendre parler d'une poule qui pondrait des œufs en or. Alors, ils vont tenter de se rapprocher de cette poule par certains stratagèmes et ça va être ça un petit peu l'histoire. C'est intéressant, c'est assez drôle. Je vous dirais que les personnages sont attachants. Puis, il y a des petites blagues également. Ce que j'aime lorsqu'on fait le film de la vie de Clocha, c'est qu'il y a des arrêts dans le film. Chaque chapitre correspond à peu près à un arrêt, une pause que Ravi et Clocha vont faire en visionnant le film de sa vie. Puis, ils vont un petit peu, là, je vous dirais, reformuler ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Donc, je trouve que ça aide à assimiler ce qui s'est passé pour le lecteur, à bien comprendre sa lecture de manière un petit peu différente, à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'il vient de lire, parce que souvent les enfants vont dire ah, « je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus de ce que je viens de lire ». Surtout, peut-être ça vous arrive aussi comme adulte, quand on rentre un petit peu dans une lecture un petit peu plus par automatisme, on tombe un petit peu dans la lune et on ne se souvient plus du passage qu'on vient tout juste de lire. Donc, j'ai trouvé ça intelligent, brillant de faire ce type de petite pause-là en mettant une petite blague, un échange de blagues entre Ravi et Clocha. Puis ça nous permet là, finalement de résumer ce qu'on vient de lire à chaque chapitre. Donc, Clocha veut ses 9 vies. Truc de peur. Alors ça, c'est un autre titre que j'ai entre les mains. C'est le tome 6 et ça s'intitule Le chat zombie. C'est toujours dans la collection Je lis seule aux éditions de La Bagnole. C'est de Alexandra Larochelle et Johan Morin. Cette série-là, c'est celle qui a vraiment branché ma fille pour qu'elle se lance dans l'univers des romans. Truc de peur, oui, elle a embarqué dans mon ami imaginaire quand même, mais ce qui a fait vraiment décoller son intérêt pour les romans, c'est vraiment la collection, la série Trucs de peur. Dans le tome 6, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est toujours un duo. Mégane et Rosalie, ce sont des demi-sœurs, donc on est en présence d'une famille qui est recomposée. Et il y a un petit ajout des fois à leur duo, c'est leur ami, c'est un garçon. Son nom m'échappe, je ne sais pas pourquoi, Jojo, voilà, je m'en allais dire Théo, mais c'est son ami Jojo qui parfois vient se greffer au duo, je vous dirais même très souvent. Alors, c'est notre joyeux trio qui vont toujours vivre des aventures rocambolesques. C'est une atmosphère qui fait, oui, peur. Donc, si vous avez des âmes sensibles, c'est quand même peut-être le lire avant de le mettre entre leurs mains.
mais c'est une peur qui est intéressante. Les enfants adorent avoir peur lorsque c'est bien dosé. Alors ici, dans le tome 6, c'est qu'ils vont dormir chez leur grand-maman dans une maison un petit peu perdue au fond des bois. La grand-maman ne parle pas. Donc déjà, c'est un petit peu lugubre comme ambiance. Sa maison est aussi très lugubre, une vieille maison qui a l'air un petit peu d'une maison abandonnée, mais quand même. Puis, je dois aussi spécifier que Megan et Rosalie communiquent avec leur grand-père défunt à travers leur tablette. Alors, des fois, il va renvoyer un petit message qui va finalement faire biper. Petit signal sonore qui sort de la tablette. Ah, c'est papy qui vient de nous écrire, c'est papy qui veut communiquer avec nous. Ben, il y a un message à nous transmettre à partir du royaume des morts. Alors, déjà là, c'est un peu lugubre. Puis, ici, la grand-maman, elle va avoir une blessure. Elle s'est fait piquer par une guêpe, puis il y a du bruit qui provient d'une pièce spéciale dans la maison qui, finalement, va donner la frousse aux demi-sœurs, à Megan et à Rosalie. Elles vont se rendre compte que c'est en fait un laboratoire où leur grand-maman fabrique des huiles essentielles. Ils vont trouver ça très cool, ils vont rentrer, ils vont voir tout le matériel scientifique, les fioles, les flacons, puis leur grand-mère, va leur expliquer par signe qu'elle aime faire des huiles essentielles et que comme elle s'est fait piquer par une guêpe, il y a une plante en particulier qui va pouvoir guérir sa blessure. Alors elles vont aller chez le fleuriste, drôle de personnage, je vous dirais, lorsqu'elles entrent chez le fleuriste. C'est un monsieur qui va vraiment faire très peur et qui va leur dire que la seule façon de trouver cette plante-là, c'est de passer par le village fantôme. Le village, c'est un village où il y a eu une dame qui s'est noyée. Alors, je pense que c'est Notre-Dame de la Noyée, mais je ne suis pas certaine. Je l'avais noté, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Alors, c'est un village fantôme qu'ils doivent traverser pour atteindre l'emplacement où pousse la plante. Évidemment, ils vont faire ce voyage-là de nuit, ils vont dévier de leur trajectoire parce que papy leur avait dit que vous n'êtes pas obligé de passer par Notre-Dame de la Noyée, vous pouvez contourner ce village fantôme-là parce qu'ils ont très peur d'y aller. Paraît-il qu'il y a une femme zombie qui peut les attaquer parce qu'elle est morte noyée justement parce qu'il y avait eu une inondation dans le village. Bref, ils vont avoir peur à un moment donné et leur vélo va dévaler la pente à une vitesse incroyable et ils vont se retrouver malgré eux dans le village prisonnier. Alors oui, ça fait peur, mais ça finit tout le temps bien. Donc c'est pour ça que je vous le présente et surtout, c'est super le fun parce que ça vient jouer ça avec cet attrait-là des choses qui font peur. Hein? Je veux, mais je veux pas. Les enfants sont un peu comme ça. Je veux que tu me fasses peur, mais je veux pas avoir peur. Alors c'est vraiment super. J'ai un dernier titre à vous présenter, Lucie la moufette qui pète sur la lune. C'est aux éditions de La Bagnole, toujours dans la collection Je lis seule et c'est de Chalot et Vanara. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier tome de cette série s'appelle Lucie la moufette qui pète quand elle rit. C'est vraiment une série très, très, très appréciée des enfants d'âge primaire. Vous vous doutez pourquoi? Premièrement, ça vient chercher le petit côté humour, pipi, caca, poil des enfants, une moufette qui pète quand elle rit. C'est facile aussi de s'identifier à Lucie, parce que oui, elle est un peu différente, elle pète, mais donc on dirait que des fois, sa différence est une force également. Puis, elle aime se vanter. Donc, des fois, on a des enfants qui aiment bien raconter leurs aventures, en mettre un petit peu plus qu'il n'en faut pour embellir l'histoire. Alors, Lucie, elle est un petit peu comme ça. Puis, étant donné qu'elle a quand même une certaine force de caractère, elle est souvent choisie pour vivre des aventures intéressantes, spéciales, qui sortent de l'ordinaire. Et elle est souvent le leader dans l'histoire parce que forte personnalité oblige. Donc ici, elle va être appelée à aller sur la Lune. On l'a choisi pour aller faire un voyage sur la Lune, mais ça devait être un trajet qui se fait assez bien. Ils veulent que ce soit la première moufette à marcher sur la Lune. Et là, j'attire votre attention sur le fait que, à travers cette histoire-là, il va y avoir des petits clins d'œil
au monde de l'espace, à la découverte, aux découvertes scientifiques qui ont été faites dans l'espace. On va dire c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le monde des moufettes ou quelque chose du genre. Alors, c'est bien d'essayer de rattacher ça à la culture des enfants, à leurs référents, à eux. Puis, s'ils n'en ont moins, de leur faire remarquer si vous le lisez avant ou si vous êtes enseignante. Puis, ce que j'aime, c'est qu'évidemment, c'est toujours des sujets qui touchent les intérêts des enfants, mais également leurs référents, comme je viens tout juste de le dire. Tout le monde aime l'espace, tout le monde a lu un petit peu sur l'espace, tous les enfants se sont un petit peu informés et intéressés à l'espace, à la Lune. Alors voilà, c'est ce qui est bien. Puis, elle va aller sur la Lune, mais elle va n'en faire qu'à sa tête parce que c'est le commandant qui est resté bien sur Terre, va lui parler un peu durement, puis elle va décider de fermer son casque d'écoute et elle va aller librement marcher sur la Lune. Elle se rend compte à un moment donné qu'elle n'a plus besoin de sa combinaison parce qu'elle va avoir brisé son casque, hein, elle va l'avoir brisé. Puis là, elle va se promener comme si elle était sur Terre. Elle se rend compte qu'elle peut respirer. Mais là, elle va se faire attaquer par une bande de créatures. Donc, elle va devoir se débrouiller avec cette aventure-là. Alors, c'est bien. On a vraiment aussi des bulles de dialogue. Vous avez aussi certains mots qui sont en gras sans nécessairement être d'une autre police de caractère. Ça va quand même attirer l'attention, rendre la lecture dynamique, intéressante. Donc, des fois, il y a certains mots qui ressortent comme ça parce qu'on les met volontairement en gras. Souvent, c'est pour faire une espèce d'insistance sur quelque chose qui a été dit par un des personnages ou simplement pour attirer l'attention sur un mot un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous invite peut-être à réécouter les autres épisodes de podcast. Il y en a déjà 5 qui ont été enregistrés précédemment. On est présent un petit peu partout sur les plateformes Spotify, Apple, Google Balado. Vous pouvez aussi me voir et m'écouter sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine.